Un vent d'hiver précoce balayait le cimetière de Forest Lawn, en périphérie de Los Angeles, faisant bruisser les aiguilles des pins majestueux et apportant un froid glacial sur les rangées de pierres tombales étincelantes. Au milieu de cette étendue silencieuse, un cercueil en acajou poli reposait solennellement sur une estrade, entouré de couronnes de lys blanc immaculé. Personne ne riait. Personne ne pleurait à chaudes larmes. L'air semblait suspendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour honorer l'ultime adieu. L'inspectrice Claire Bennett s'agenouilla près du cercueil, les doigts crispés sur le chapelet que sa mère avait jadis pressé dans sa paume. Ses yeux, cernés d'épuisement, se remplissaient de larmes retenues, mais aucune n'osait couler. C'était le dernier adieu qu'elle pouvait offrir à la seule famille qui lui restait, Gregory Bennett, l'homme doux qui l'avait accueilli chez lui à l'âge de 13 ans. Claire, lança le lieutenant-colonel William Harris d'une voix basse et rassurante, comme s'il craignait que ses paroles ne brisent son fragile sang-froid. « Êtes-vous certaine de vouloir rester pendant toute la cérémonie ?» Elle déglutit difficilement, la gorge serrée. « Je reste, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « C'est la dernière chose que je puisse faire pour lui. » Gregory Bennett avait été un modèle de soins constant, il préparait le dîner à l'heure, lui enveloppait les épaules d'une couverture supplémentaire lors des nuits froides. Pourtant, moins de 24 heures auparavant, l'hôpital déclarait son décès dû à une intoxication aiguë. Son état était si fragile que le cercueil resta scellé, la vue de son corps étant jugée impropre à l'exposition publique. Cet éloignement final ne fit qu'accentuer la douleur dans sa poitrine. Un léger murmure rompit le silence, c'était Lucy Carter, la plus proche collègue de Claire à la brigade criminelle. Il disait toujours que tu étais la lumière de sa vie, lui rappela-t-elle doucement. Les lèvres de Claire se pincèrent tandis que ses mains tremblaient. Aucun mot de consolation ne pouvait combler le vide qui rongeait son âme. Le prêtre commença les derniers rites, entonnant un latin ancien qui résonna comme un tonnerre lointain dans le silence. Soudain, un moteur rugit. 3 véhicules blindés, arborant l'insigne de la Force opérationnelle nationale américaine, défoncèrent les grilles du cimetière. Ils s'immobilisèrent brusquement, projetant des mottes de gravier, et une escouade d'agents en tenue tactique se déversa sur le terrain, le visage figé dans des masques indéchiffrables. « Que se passe-t-il » s'écria une personne âgée en deuil, trébuchant en arrière. Le capitaine Frédéric Collins s'avança à grands pas, un dossier scellé serré dans sa main gantée. Par ordonnance d'urgence de la Cour suprême de Los Angeles, ces funérailles sont suspendues, annonça-t-il d'une voix froide et officielle. Ces mots suivants fendirent la foule, il existe des preuves crédibles que cette cérémonie est une couverture pour une organisation criminelle transnationale. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assistance. Claire se leva en chancelant, le cœur battant la chamade. « Que dites-vous » parvint-elle à haleter. « Je suis désolé, inspecteur Bennett, » dit Collins, indifférente à son choc, « mais nous avons un mandat pour fouiller le corps, le cercueil et tous les documents connexes. » Lucy bondit devant elle. « C'est un enterrement. »« Tu ne peux pas. »« Nous avons le mandat, » interrompit Collins en montrant un document scellé à l'encre rouge. « Et selon des renseignements classifiés, cette cérémonie dissimule une cargaison de contrebande. » Avant que Claire puisse réagir, les journalistes se sont précipités, leurs appareils photo crépitant comme des mitraillettes. L'un d'eux a crié, « Inspecteur Bennett, saviez-vous que vous êtes au cœur d'une enquête sur les stupéfiants ?» Claire secoua la tête tandis que des techniciens, gantés et méthodiques, s'approchaient du cercueil. Dans un sifflement synchronisé, le couvercle fut forcé. À l'intérieur, aucun reste humain n'attendait, seulement un paquet à forme humaine, enveloppé dans des linceuls blancs. Tandis que le tissu se détachait, l'horreur envahit les agents. Là où la chair aurait dû se trouver, ils découvrirent des sachets de cocaïne pure emballés sous vide, recouverts d'isolant thermique et moulés pour imiter un corps, avec un visage en silicone d'un réalisme troublant. Un officier recula. « Mon Dieu !» Du fond du cercueil, un autre agent sortit un petit carnet brun-rouge relié en cuir usé. Sa couverture portait un seul nom gravé, Victor Bennett. Une vague de révélations fracassantes s'abattit sur Claire. Victor Bennett, le nom de son père biologique. Son souffle se bloqua. Lucy écarquilla les yeux. « Claire, tu as dit que ton vrai père était mort quand tu étais petite. » Claire secoua la tête, la voix tremblante. « Ma mère n'a jamais parlé de lui, elle m'a seulement prévenu qu'il était dangereux. » Collins s'approcha, les yeux plissés. « Nous avons besoin de vous pour un interrogatoire. Vous êtes le plus proche parent vivant lié à ces funérailles. » « Non, » protesta vivement Claire. « Je suis policière. J'ai servi pendant 9 ans.
Vos services ne sont pas remis en question, l'interrompit-il. Pour l'instant, vous êtes la seule personne ayant un lien direct avec Gregory Bennett et nous pensons que Gregory et Victor sont le même homme, recherché comme baron en Amérique latine. Les flashs des appareils photo, les murmures d'incrédulité et le tonnerre des hélicoptères au-dessus d'elle se refermaient sur elle comme les murs d'un piège. À l'intérieur du véhicule blindé, Lucy frappa du poing la vitre. « Claire, je vais trouver une solution, je crois en toi. » Claire regarda droit devant elle, le visage sculpté dans la pierre, les yeux creux sous le choc. Plus tard, dans une salle d'interrogatoire austère du quartier général de la police nationale, rue Oliver Vera, un bulletin d'information en direct annonçait « Une étrange opération funéraire a eu lieu aujourd'hui à Los Angeles. Les policiers n'ont trouvé aucun corps, seulement des milliers de kilos de cocaïne. Il est désormais confirmé que l'inspectrice Claire Bennett est la fille biologique du célèbre baron de la drogue Victor Bennett. Était-elle complice ou simplement le pion involontaire d'un vaste réseau de trafic? Claire était assise, figée sur une chaise en métal, les mains serrées si fort que ses jointures en étaient blêmes. Le lieutenant-colonel Robert Wilson, des Affaires intérieures, entra, un dossier à la main. Il referma la porte et la fixa d'un regard d'acier. « Inspecteur Bennett, commença-t-il, chaque mot prononcé avec précision, vous habitiez la même maison que le défunt. Son cercueil contenait pour 2,8 millions de dollars de cocaïne. Comprenez-vous pourquoi nous devons vous soupçonner? » Je ne savais pas, murmura Claire d'une voix rauque, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Lucy, désignée comme tutrice légale temporaire, frappa la table. C'est une policière dévouée, elle ne participerait jamais sciemment à une telle chose. L'expression de Wilson resta impassible, mais son ton s'adoucit légèrement. Nous allons vérifier votre innocence. Mais d'abord, vous devez répondre honnêtement à nos questions. Il ouvrit le dossier, dispersant des photos sur la table, des gros plans de la cocaïne enfouie dans les bandages funéraires, le carnet gravé, Victor Bennett. Lucy jeta un coup d'œil à Claire. Claire, ce nom. Je n'ai entendu ma mère le murmurer qu'une seule fois, dit Claire, la voix tremblante. Elle l'appelait l'obscurité, disait qu'il avait disparu et qu'on ne devait plus jamais parler de lui. Wilson se pencha. Nous avons des raisons de croire que Gregory et Victor Bennett ne font qu'un. Personne ne le connaissait mieux que toi. Les poings de Claire s'écrasèrent sur ses genoux. Il était bon avec moi, c'était un homme bien. Sa voix se brisa, les souvenirs revenant en masse, sa main sur son épaule quand elle pleurait, la chaleur de sa voix la poussant à manger quand elle travaillait tard dans la nuit. Wilson referma le dossier. C'est grâce à vous que nous avons découvert cela. Les empreintes digitales sur le carnet correspondaient à celles de Victor Bennett, ancien chef du syndicat Red Mist, disparu il y a 5 ans. Les yeux de Lucy brillaient de souvenirs. Je me souviens de ce cas, on l'a étudié à l'entraînement. Le cœur de Claire battait fort tandis que la pièce tournait, la vérité s'effondrant autour d'elle comme un miroir brisé. La Brume Rouge avait perfectionné sa méthode de contrebande de cocaïne lors de funérailles internationales, dissimulant la contrebande dans des cercueils scellés. Wilson hocha la tête d'un air sombre, personne n'osait jamais inspecter un cercueil verrouillé. C'était presque trop ingénieux, transformer un adieu solennel en un lieu clandestin pour le crime. Claire halta lorsque Wilson révéla la cruelle vérité. Il t'a utilisé, dit doucement Wilson, non seulement comme un pion involontaire, mais comme une couverture parfaite, un inspecteur de la criminelle décoré au casier judiciaire impeccable. Lucy serra la main de Claire d'une voix ferme, ce n'est pas ta faute. Tu n'avais aucun moyen de le savoir. Claire ne dit rien, elle se contenta de fixer le carnet relié en cuir portant le nom de Victor Bennett, un nom qu'elle n'avait jamais osé prononcer, désormais gravé dans son âme comme une malédiction. Au même moment, le ministère de l'Intérieur tenait une conférence de presse d'urgence. Les journalistes s'exclamaient, « Pouvez-vous confirmer si l'inspectrice Claire Bennett est impliquée dans le syndicat ?» Le capitaine Frédéric Collins s'avança, l'air indéchiffrable. « Nous menons une enquête approfondie. Pour l'instant, Claire Bennett est considérée comme un témoin et la seule parente connue du principal suspect. Elle n'est pas inculpée pour le moment. » Une nouvelle voix l'interrompit, « Est-il vrai qu'elle est la fille biologique du baron de la drogue ?» Collins marqua une pause. « Les tests ADN confirmeront sa filiation d'ici 48 heures. » Le soir venu, les réseaux sociaux se sont enflammés. Le hashtag #DrugLordDocteur a fait le buzz dans tout le pays. Une vidéo de Claire agenouillée près d'un cercueil était accompagnée des légendes suivantes, larmes de crocodile, flic hypocrite.
Lucie a rendu le téléphone confisqué à Claire désormais privée d'accès au système et a murmuré, la cybercriminalité analyse les publications, mais je pense que vous devez voir ça. Claire a regardé les commentaires défiler sur l'écran. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Un rat en uniforme de policier. Poursuivez-la, elle le savait. Claire jeta le téléphone par terre. Lucie s'agenouilla près d'elle, la voix tremblante, sois forte. Il vivait avec moi, chez moi. Je dînais avec lui tous les soirs, je riais avec lui, j'écoutais ses histoires, je le trouvais bien. Claire tremblait. C'était mon père, s'étrangla-t-elle, et maintenant, je ne sais même plus qui je suis. 3 jours plus tard, Claire fut libérée dans l'attente d'une confirmation ADN. Retrouver sa maison autrefois accueillante lui donna l'impression d'entrer dans un tombeau. Des photos de famille gisaient face contre terre. Des journalistes campaient devant le portail, les caméras la suivaient dans ses moindres faits et gestes. À l'intérieur, Lucie lui tendit une enveloppe scellée récupérée dans le hangar. C'était avec les affaires de ta mère. Claire l'ouvrit et trouva un petit journal jaune. L'écriture familière de sa mère se répandait sur la page. Victor est de retour. Je n'ai plus beaucoup de temps. Les mains de Claire tremblaient à chaque ligne, chaque confession comme une lame dans son cœur. Les passages mettaient en garde contre la cruauté de son père, contre un amour devenu mortel. Sa mère avait été empoisonnée, craignait-elle, avant de pouvoir protéger sa fille. Claire s'effondra, serrant le journal contre sa poitrine, son cri déchirant le silence, il a tué ma mère, ma mère. À la télévision, des experts ont confirmé que le carnet de cuir, gravé au nom de Victor Bennett, contenait des enregistrements cryptés de livraison de drogue remontant à 2019. Les autorités soupçonnaient que les funérailles n'étaient qu'un maillon d'un réseau tentaculaire. En 3 ans, des dizaines de funérailles portaient la même signature, cercueil scellé, interdiction d'exposition publique, certificat de décès douteux. Recroquevillée dans l'obscurité, Claire tremblait, une seule question se posait, s'il était son père biologique, son sang la souillait-il aussi? Dehors, le monde murmurait ses soupçons, à l'intérieur, la peur régnait en maître. Dans la salle d'interrogatoire 4, un technicien présenta 2 empreintes digitales, l'une tirée du carnet en cuir, l'autre d'un dossier classifié du FBI datant de 2015. Correspondance à 100%, déclara-t-il. Gregory Bennett et Victor Bennett. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Lucie écarquilla les yeux, incrédule. Non, c'est impossible. Claire resta immobile tandis que la terrible vérité s'imposait, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance était à la fois son père et un cerveau en fuite, recherché par 4 mandats d'arrêt internationaux. Il avait simulé sa mort dans un violent accident en 2017, s'était procuré une nouvelle identité et avait vécu 10 ans en père dévoué, tout en orchestrant l'un des réseaux de drogue les plus sophistiqués des Amériques. Claire respirait par à-coups. Il a construit cette vie pour me tromper, murmura-t-elle. Lucie lui prit la main. Ta mère le savait, réalisa Claire, se souvenant d'un murmure nocturne, je ne laisserai pas Claire faire partie de lui. Sa mère avait payé le prix fort pour cette connaissance. Lucie présenta des photos de l'enquête funéraire, des hommes en costume noir sans papier, d'anciens employés de la morgue, peut-être recrutés par le syndicat de Victor. Claire se souvint du sous-sol interdit, de l'avertissement sévère de ne pas y entrer. Je croyais qu'il cachait de l'alcool, dit-elle d'une voix caverneuse. Lucie pressa ses doigts contre son front. Je vais essayer de récupérer les images des caméras de circulation des 3 dernières années. On pourrait peut-être retracer leur réunion. Le regard de Claire se durcit. Non, c'est à moi. Je vais tout découvrir. Dans la solitude qui a suivi, Claire Bennett s'est relevée des cendres de son passé, déterminée à reprendre sa vie en main et à démasquer le monstre qui avait volé son identité, sa famille et sa confiance. Il m'a utilisé comme bouclier, maintenant je vais découvrir tout ce qu'il a fait. Lucie leva les yeux, cherchant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Tu reviens. Claire fixa une vieille photo, elle et Gregory, souriant à la remise de leur diplôme ou une image devenue la preuve d'une trahison. Non, murmura-t-elle, mais je n'abandonne pas. Le lendemain matin, les médias ont envahi la petite maison de Claire. Des sources au ministère de l'Intérieur ont confirmé que Gregory Bennett était une fausse identité, créée par Victor Bennett, recherché depuis 2017 pour le meurtre de 4 policiers au Mexique et au Canada. L'inspecteur Claire Bennett a été suspendu de ses fonctions dans l'attente de l'enquête. Une voisine âgée, Mary Johnson, secoua la tête. Cette fille est adorable.
Elle m'a un jour aidé à retrouver mon chat perdu. Je ne crois pas qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec ça. De l'autre côté de la rue, Mason Smith, propriétaire de l'épicerie du coin, fronça les sourcils. Elle a vécu avec lui toute sa jeunesse. Elle devait savoir quelque chose. Claire regardait tout ça à la télévision, le sang glacé. La sonnette retentit. Lucie ouvrit et trouva l'agent Wilson, tenant une clé USB et une enveloppe scellée. Nous venons de décrypter une partie des données du disque dur personnel de Victor, dit-il en posant la clé sur la table. Voici le dernier mémo vocal qu'il a enregistré, il s'intitule Ou pour Claire. La main de Claire tremblait lorsqu'elle ouvrit le dossier. Sa voix, grave et calme, emplit la pièce. Claire, si tu entends ça, c'est que j'ai échoué. Ne blâme pas ta mère, elle a eu raison de te tenir à l'écart des ténèbres. Mais je t'aime. Que je sois Victor ou Grégory, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Claire ferma l'ordinateur avant que les larmes ne coulent. Lucie s'approcha. Ça va? Elle se leva, la fureur et le chagrin se luttant dans ses yeux. Il a choisi de tuer ma mère. Il a choisi de mentir. L'amour ne justifie pas le sang. Ce matin-là, un homme de grande taille, vêtu d'un uniforme militaire impeccable, un colonel des affaires internes du ministère de l'Intérieur, est arrivé avec 2 agents. Inspecteur Claire Bennett, a-t-il commencé d'un ton sec, vous êtes officiellement suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête. Remettez immédiatement votre badge, votre arme et vos papiers. Claire serra les poings. Je n'ai commis aucun crime. Lucie protesta, rien ne prouve que Claire soit impliquée dans des actes illégaux. Vous la punissez pour s'aligner. Le regard de Monroe était glacial. Nous suivons le protocole, pas les sentiments. Il fit signe à un officier, qui lui tendit un sac scellé. Tremblante, Claire décrocha son badge et le glissa à l'intérieur, puis dégaina son arme et l'ajouta également. Vous avez toujours accès à un avocat, lui rappela le colonel. Évitez les apparitions publiques pour l'instant. Sur ces mots, la porte se referma. Claire s'affala sur une chaise. Je ne suis plus flic. Lucie s'assit à côté d'elle. C'est temporaire. Les gens comprendront, ils verront que tu es innocente. Claire rit amèrement. Ils ont déjà décidé qui je suis. 1 heure plus tard, les gros titres explosaient, la police nationale suspend Claire Bennett, fille d'un baron de la drogue recherché, dans le cadre d'une enquête pour homicide. Les réseaux sociaux bourdonnaient, la police a-t-elle laissé la fille du diable infiltrer ses rangs? Le mal coule dans le sang. Lucie lui arracha le téléphone. Ne lis pas ça. Claire murmura, je veux savoir. Lucie lui serra la main. Tu n'es pas ce qu'ils croient. Ils te craignent, c'est pour ça qu'ils ont fait de toi un monstre. Cet après-midi-là, la police a bouclé le domicile de Claire pour une dernière perquisition. L'agent Samuel Newman, un ancien collègue, s'est approché d'elle. Nous devons fouiller la chambre de votre mère. Claire a acquiescé, et l'équipe médico-légale a commencé à fouiller les tiroirs. Sous un tas de vêtements, ils trouvèrent un mini-caméscope poussiéreux. Qu'est-ce que c'est? Demanda Samuel. La voix de Claire tremblait. C'est le vieil appareil photo de ma mère. Elle s'en servait pour filmer les anniversaires. Lucie a suggéré, nous devrions récupérer les images, elles pourraient être importantes. Samuel acquiesça. Je vais la porter au service technique. Claire prit la main de Lucie en partant. S'il y a une vidéo, je ne sais pas si je pourrais supporter une chose de plus. Lucie murmura, quoi qu'il en soit, tu n'es pas seule. Cette nuit-là, le message de Samuel est arrivé, vidéo finale récupérée au 12 octobre 2020. Les mains de Claire tremblaient lorsqu'elle a ouvert le fichier. Les images montraient un dîner modeste dans leur cuisine familière. Victor, se faisant passer pour Grégory, servait de la soupe à une jeune Claire. C'est délicieux, sourit-elle. Il faut bien manger pour pouvoir un jour protéger la justice. Derrière la caméra, la voix douce de sa mère, qui crois-tu tromper? Victor leva les yeux, froid et résolu. Je la protège. Un jour, elle le découvrira et elle me détestera. Mais je ne laisserai personne lui faire du mal, pas même toi. La vidéo s'arrêta. Claire frappa la table du poing. Il a menacé ma mère sous mes yeux, et j'étais assise là, à manger de la soupe, souriant comme une idiote. Lucie se précipita pour la serrer dans ses bras. Tu étais une enfant qui faisait confiance à son père. Ce n'est pas ta faute.
Claire hurla dans le vide, tout dans ma vie était mensonge. Chaque repas, chaque bonne nuit, chaque regard doux, tout était une mise en scène. Et j'étais la seule idiote à applaudir pour le spectacle. Le lendemain, le sous-sol fut bouclé. Les enquêteurs découvrirent des machines à emballer sous vide, des plans de cercueils avec compartiments cachés et des cartes de transport indiquant les itinéraires funéraires à travers les États-Unis. Sur le mur, griffonné au fusain, pas de larmes, que de l'efficacité. Claire se tenait devant ces mots et murmurait, « Il a vraiment vécu sans émotion. » Lucie la regarda. « Mais tu as des émotions, c'est pour ça que tu n'es pas lui. » Ce soir-là, Claire trouva un mot anonyme dans sa boîte aux lettres, « Tu es son produit. Tu ne laveras jamais ton sang sale. Arrête de faire semblant d'être quelqu'un de bien. » Elle le déchira en morceaux, mais ses mains tremblaient encore. Lucie dit doucement, « On devrait partir un moment. Ma tante a une maison à Santa Fe, c'est plus calme là-bas. » Claire secoua la tête. « Non. Je ne me présente pas. » Lucie hésita. « Alors, que vas-tu faire ?» Claire devint glaciale. « Tu avais raison. Je ne suis pas lui. Mais si le monde me prend pour la fille du diable, alors je deviendrai son pire cauchemar. » Nous venons de recevoir un rapport du FBI, annonça le capitaine Frédéric Collins en déposant un épais dossier devant Claire et Lucie. Le cas ne se limite pas à Los Angeles, des funérailles presque identiques ont eu lieu à New York, au Texas, à Washington DC et en Caroline du Sud. Dans tous les cas, cercueil scellé, pas d'exposition, certificat de décès falsifié et services funéraires organisés par des entreprises privées introuvables. Lucie feuilleta les premières pages, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, ces scènes sont des copies conformes de l'affaire Grégory. » Pas seulement similaires, murmura Claire en parcourant les photos du bout des doigts. Ce sont des répliques parfaites. Collins hocha gravement la tête. Victor Bennett a créé un réseau de stupéfiants sous le nom de Crosby Funeral Service. Nous estimons qu'il a fait passer au moins 20 tonnes de cocaïne par ce réseau au cours des 3 dernières années. Claire fronça les sourcils, la voix lourde d'incrédulité. Comment a-t-il pu cacher ça si longtemps? Son argent, sa ruse. Collins tourna la page, révélant une carte des Amériques jonchée de points rouges reliés par des itinéraires verts. Victor achetait ou construisait lui-même ses pompes funèbres. Les chauffeurs transportaient des cercueils scellés sous les noms de véritables défunts, falsifiant ainsi des documents pour légitimer les transports. Lucie désigna un point près de Tucson. Ces funérailles, je me souviens d'avoir lu quelque chose à ce sujet. Aucune famille ne s'est manifestée, l'enterrement a été organisé en 2 jours, et pourtant le cercueil était vide. Exactement, confirma Collins. À l'intérieur, il n'y avait que de la contrebande. Les jointures de Claire blanchirent autour de son poing. Il recevait des appels nocturnes. Planification d'enterrement urgente, disait-il. Je n'en avais jamais compris le sens, jusqu'à maintenant. Lucie tendit la main et la serra. Ne te blâme pas. Je ne blâme personne, insista Claire, la voix tremblante. Je rassemble chaque détail, je n'en manquerai aucun. L'agent Samuel Newman, de l'unité d'enquête numérique, s'avança et ouvrit un carnet relié en cuir gravé au nom de Victor. Vous voyez ces symboles? Ce n'est pas un simple cryptage, c'est un journal de bord codé. Un astérisque pour New York, 3 tirets pour le Texas, les dates et heures en binaire. Claire se pencha. Et le nom Daniel Martin. Samuel hocha la tête. Cela apparaît 5 fois, à exactement 90 jours d'intervalle. Daniel Martin n'est inscrit sur aucun registre d'état civil, et pourtant il est répertorié comme destinataire des cercueils expédiés de Los Angeles à San Diego, puis réacheminés vers Richmond. Lucie fronça les sourcils. Il a donc réutilisé le même faux nom pour plusieurs cargaisons, chaque cercueil étiqueté Daniel Martin contenait de la cocaïne. Claire expira, le chagrin lui serrant la poitrine. Un cadavre ambulant, masqué légalement, trafiquant de la drogue à travers le continent et personne ne le remarqua. Samuel a proposé une autre photo. Nous avons retrouvé un corps partiellement brûlé près d'une maison funéraire de Topeka sans pièce d'identité. Ça a l'air réel, murmura Lucie. Exact. Quand Victor a eu besoin d'une preuve authentique de décès, il n'a pas hésité à tuer probablement un membre d'un gang mineur ou un traître. Claire recula. Il disait toujours, les morts ne mentent pas. C'était sa philosophie. La voix de Lucie était douce. Ça va? Je ne m'en sortirai pas, répondit Claire en se détournant. Je veux le comprendre,
comprendre chaque recoin de son esprit. 3 jours plus tard, à San Francisco, une réunion conjointe du LAPD, du FBI et des forces de sécurité de New York s'est tenue. Le capitaine Elliot Marsh a pris la parole. Nous avons identifié des funérailles similaires à Boston, Houston et Philadelphie, toutes liées au service funéraire Silent Rest, enregistré à Los Angeles. Son PDG, Jack Vance, a disparu le mois dernier. Collins glissa un dossier. Jack a commencé comme chauffeur de pompe funèbre sous Victor, puis a gravi les échelons pour superviser la région centre. Les yeux de Claire se plissèrent. Je me souviens d'un homme nommé Jacques qui est venu chez moi l'année dernière. Il prétendait être un vieil ami et rendre hommage à ma mère. Marsh hocha la tête. Il a été le dernier à approuver la livraison du cercueil de Daniel Martin à Richmond. Lucie griffonna dans son carnet, il faut fouiller le cimetière de Richmond, Jacques a peut-être laissé une trace. Ce soir-là, Claire et Lucie rentrèrent chez elles et trouvèrent le portail verrouillé et un voisin les attendant sur le perron. Quelqu'un est entré par effraction tôt ce matin, dit Madame Johnson, la voix tremblante. Ils étaient tout en noir, sans badge. J'ai entendu des fouilles au sous-sol, puis ils ont disparu. Alarmée, Lucie appela Collins. C'est peut-être Jacques qui brouille les pistes. 1 heure plus tard, l'unité des enquêtes spéciales arriva. La lampe de poche de Samuel révéla une nouvelle altération sur le mur du sous-sol. Lucie s'accroupit pour ramasser un morceau de papier brûlé. Claire lut à voix haute, faites passer le prochain chargement par Florence, en Caroline du Sud. Utilisez l'ancien nom de Daniel Martin. Ne le tracez pas jusqu'à Richmond. Victor n'a pas agi seul, a déclaré Collins. Nous devons piéger Jacques, déclara Claire. Lucie fronça les sourcils. Comment? En organisant un autre faux enterrement? Un nouveau Daniel Martin. Je voyagerai dans le cercueil, dit Claire d'une voix ferme. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Claire, c'est du suicide. Je ne suis plus flic, et pas seulement la fille de Victor, répondit-elle d'une voix ferme. Je suis la seule assez folle pour entrer dans son cercueil. Lucie lui saisit les épaules. Si tu fais ça, tu ne le fais pas seule. Ce soir-là, Claire contemplait une photo de famille, sa mère souriant doucement, la jeune Claire serrant un animal en peluche dans ses bras, et l'homme derrière elle, l'air chaleureux, une main protectrice sur l'épaule de Claire. Tout sur cette photo était un mensonge, murmura-t-elle. Lucie se glissa à ses côtés. Demain, nous découvrirons ce cimetière de Richmond, Jacques a laissé des traces. Alors la vérité éclatera. La voix de Claire était à peine audible, non, Lucie, quand on entre dans l'obscurité, la première chose qui fait surface est ce qui est mort depuis longtemps. Au laboratoire médico-légal, le docteur David Franklin a montré des images de tissu pulmonaire sur un écran. Intoxication à l'arsenic, classique, presque indétectable sans analyse détaillée. Les lésions cellulaires ressemblent à celles d'un cancer, l'insuffisance respiratoire a progressé sur 3 semaines. Claire serrait la coudoir de son fauteuil, pâle comme la cendre. Tu es sûr? Absolument, répondit Franklin. Ce n'était pas un cancer, c'était un meurtre. Claire resserra son étreinte sur la main de Lucie. Il a tué ma mère. Lucie posa une main apaisante sur son épaule. On ne peut pas en être sûr, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Non, répondit Claire d'une voix froide. Lui seul avait accès à elle. Franklin fit un signe de tête vers la chronologie. L'empoisonnement coïncide parfaitement avec le remariage de Grégory avec Teresa. Il en avait toutes les chances. Claire se leva brusquement. Je veux une copie du rapport. Je la remettrai personnellement au ministère de l'Intérieur. Lucie regarda Claire sortir, silencieuse mais intacte, les lumières de la ville défilant à toute vitesse bondées, indifférente, plus froide que n'importe quel désert. Ce soir-là, sur la tombe de Teresa Walker au cimetière de Springfield, Claire s'agenouilla devant une simple pierre tombale, imprégnée du parfum de l'herbe humide et des chrysanthèmes fanés. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je ne t'ai pas vu filer, je ne t'ai pas sauvée. Lucie se recula, les larmes coulant. Je l'ai cru, s'étrangla Claire. Je croyais qu'il t'aimait, qu'il m'aimait. Sa voix se brisa tandis qu'elle déposait les fleurs. Il t'a regardé mourir, lentement, lâchement, et j'étais trop aveugle pour l'arrêter. Un vent violent balayait les pierres, comme s'il transportait son angoisse à travers un autre monde. Que suis-je, maman, sanglota-t-elle. Ta fille, ou la fille d'un monstre? Un silence s'abattit,
puis un cri rauque, furieux et douloureux s'échappa de la gorge de Claire. Je le déteste. J'enterrerai la vérité moi-même, cette fois de mes propres mains. De retour à son appartement, Claire entra dans la chambre scellée de sa mère, intacte depuis ce dernier matin. Son manteau était toujours sur la chaise, un livre à moitié lu près du lit. Claire se glissa sur les draps, caressant le tissu du bout des doigts. « Je comprends maintenant pourquoi tu avais peur, » murmura-t-elle. « Tu as tout écrit, car le dire à voix haute aurait été un adieu. » Lucie la trouva là et posa une main sur son épaule pour la réconforter. « Je suis avec toi, Claire, quoi qu'il arrive. » Claire leva les yeux, le regard brûlant. « Je vais mettre fin à tout ça, » jura-t-elle. « Ni pour le badge, ni pour la reconnaissance pour ma mère. » Le lendemain, au ministère de l'Intérieur, Claire se retrouva face au colonel Alexander Monroe. Il haussa un sourcil. L'officier suspendu est là pour élucider l'affaire, quelle ironie. « Je ne suis pas ici pour me faire un nom, » répondit Claire froidement. « Je suis ici pour déposer plainte pour meurtre. » Elle fit glisser l'épais dossier sur la table. L'analyse médico-légale confirme un empoisonnement à l'arsenic. Le seul coupable était Victor Bennett, celui que vous connaissiez autrefois sous le nom de Gregory. Monroe l'observa longuement avant d'acquiescer. Très bien. Nous allons ouvrir une enquête pour homicide. Ce soir-là, Lucie emmena Claire sur le toit et lui tendit un petit verre de vin. Bois quelque chose de chaud. Claire prit une lente gorgée, d'une voix à peine murmurée. Je ne me suis jamais senti aussi tiraillée entre le désir de vivre et celui de disparaître. Lucie lui offrit un sourire triste. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, et pourtant tu souffres plus que quiconque. Claire contemplait les lumières clignotantes de la ville ou des âmes perdues dans l'obscurité. Parfois, je me dis, si seulement il n'avait été qu'un criminel, pas l'homme qui me tenait dans ses bras quand je pleurais, qui m'a appris à conduire, qui se faisait appeler mon beau-père. C'est exactement pour ça que c'est un monstre, dit doucement Lucie. Parce qu'il t'a fait l'aimer. Claire termina son vin et murmura, demain, on va à Richmond. Le vent hurlait à travers les fissures de la cabane de Flagstaff, les froides collines se pressant. Enveloppée dans une couverture, Claire était assise en silence, l'air abattu mais résolu. Lucie posa une tasse de thé sur la table. « Il faut que tu manges » insista-t-elle doucement. « Ça fait 3 jours. » Claire ne répondit pas, son cœur était déjà sur la route. Elle fixait la flamme tremblante de la bougie comme si elle attendait qu'elle s'éteigne, persuadée que son extinction pourrait justifier le vide qui l'envahissait. Face à elle, la voix de Lucie était chargée de compassion et de frustration. « Je comprends, Claire. Vraiment. Mais tu ne peux pas disparaître comme ça. Il existe un monde, là-bas un endroit vide et implacable et pourtant, il vaut la peine d'y vivre. » L'interruption de Claire trancha le silence comme une lame. Son ton était creux, amer. Le monde extérieur. Ce n'est que mensonge et gros titres cinglants, des yeux qui tranchent comme des couteaux, et la honte chaque fois que j'ose me regarder dans le miroir. Lucie se tut, absorbant la profondeur du désespoir de Claire, et au bout d'un moment murmura, on est si près de résoudre cette affaire. Sur ce, le NIP a consenti à étendre l'enquête jusqu'en Caroline du Sud. Claire a ri d'un rire amer et sans humour. Le département, la police. Ce sont les mêmes qui m'ont dépouillé de mon badge, volé mon nom et discrètement marqué de ma souillure. Il n'y a pas de nous, Lucie. Il n'y a que toi, et un fantôme comme moi. Le visage de Lucie se figea à la lueur des bougies. Je ne te quitte pas, jura-t-elle. Claire leva les yeux, rouge et injectée de sang. Mais tout le monde l'a déjà fait, murmura-t-elle. Une semaine plus tôt, Claire était retournée à la brigade criminelle du Lap pour remettre la dernière preuve. Elle remonta le couloir qui résonnait autrefois de salutations et de chaleur, maintenant, il ne réduisait plus à rien son pas froid et ses regards fuyants. Samuel Newman, son ancien collègue, la dépassa sans même un hochement de tête. « Samuel » appela Claire d'une voix tremblante. Il marqua une pause, puis reprit son chemin en marmonnant « service de garde ». Son cœur se serra comme dans un étau. Lucie s'approcha, calme et sereine. « Ils ont tous peur d'être associés à toi, dit-elle doucement. Qu'ont-ils à craindre? Je n'ai plus rien. » Jour après jour, les médias continuaient de fustiger son nom, Claire Bennett, l'ange déchu du Lap, fille d'un baron de la drogue, accusée d'avoir protégé son réseau. Les émissions du soir posaient la question, coupable ou innocente?
Une vidéo divulguée la montrait en train de rire au dîner avec Grégory, un rire chaleureux, un regard confiant pour finalement conclure que son intimité avec lui impliquait une complicité inconsciente. De rage, Claire lança la télécommande sur la télévision, la vitre se brisa. Lucie se précipita à ses côtés. « Claire, arrête !» cria-t-elle. Claire lui répondit, « Pas encore. Ils ne m'ont pas encore traîné sur la place publique pour me brûler vive. » Cette nuit-là, Claire s'enfuit sur le toit. L'air froid lui transperça la peau. Elle était assise seule, les bras autour de la tête, une carcasse brisée au bord de l'effondrement. Son téléphone sonna, c'était Brenda Anderson, la mère de son vieil ami Carl. « Claire, savais-tu que Carl avait quitté le service ?» Claire tressaillit. La voix de Brenda tremblait, « Ils ont appelé chez nous, menacé d'anéantir toute la lignée des Anderson. Tu vois ? Tu as entraîné d'autres personnes dans cette histoire. » Claire raccrocha, muette. Lucie surgit de l'ombre. Qui était-ce ? Le regard vide de Claire. Quelqu'un qui a osé me soutenir, et maintenant il en paie le prix. Le lendemain matin, Claire rangea sa vie dans une vieille valise. Lucie l'observa, l'inquiétude gravée sur son visage. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Chez toi » murmura Claire, « là où personne ne me connaît, personne ne se soucie de qui je suis. » Lucie mit sa détermination à l'épreuve, ou plus exactement, « tu t'enfuis. » Claire soutint son regard, inébranlable, « non. Je disparais. » Elle a loué une modeste cabane à Big Bear Lake, en Californie, nichée à l'orée de la forêt. Pas d'électricité, pas d'internet. Elle a éteint son téléphone, supprimé toutes les notifications et retiré la carte SIM. Le premier jour, elle dormit 16 heures d'affilée. Le deuxième jour, elle ne mangea qu'un morceau de pain sec. Le troisième jour, elle resta assise pendant 3 heures, les yeux fixés sur une vieille photo de la main de Grégory posée sur son épaule, sans oser cligner des yeux. Le cinquième jour, un vieil homme du coin, Anthony Rivers, frappa à sa porte, un fagot de bois à la main. « Vous êtes de la ville » demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Je veux juste la paix et la tranquillité. » Il soupira en empilant le bois. « J'ai vu les infos sur vous, Claire Bennett, c'est ça ?» Elle retint son souffle. Il grogna. Ignorez ces conneries des médias. Ils ne connaissent pas la vérité. Pour la première fois depuis des jours, Claire regarda une autre personne dans les yeux. Ce soir-là, elle était assise près de la cheminée, serrant contre elle le journal de sa mère. La dernière page était tachée, mais une ligne transparaissait sous l'encre, « Ma fille est la seule chose que j'ai jamais aimée, aucun regret. » Des larmes silencieuses creusèrent des sillons de feu sur ses joues. Son téléphone sonna le premier appel depuis une semaine. Elle répondit. « Claire ?» C'était Lucie. « Ça va ?» Claire ferma les yeux. La voix de Lucie se calma, « Je n'appelle pas pour savoir si tu vas bien. J'appelle parce que je me rends à Richmond. Le GPS nous a conduits à une tombe abandonnée marquée, Daniel Martin. » Claire prit une inspiration. « D'accord. Je te retrouve là-bas, une dernière fois. » Lucie hésita. « Je sais que tu es toujours là. Tu n'es pas mort, tu es juste brisé. Nous reconstruirons de nos cendres. » Claire regarda le ciel noir comme du charbon et murmura, « Alors laisse-moi m'élever du fond. » Par une froide matinée à Santa Fe, Claire se tenait à côté du pick-up cabossé de Lucie, la neige recouvrant le sol. Elle serrait le sac en cuir qu'ils avaient retiré du cercueil de Grégory. À l'intérieur se trouvait un petit appareil en alliage gris. Lucie le tendit à Samuel Newman, qui y fixa un traceur GPS. « Tu es sûr qu'il fonctionne encore ?» demanda Lucie. Samuel acquiesça. Un micro-appareil thermosensible, la batterie dure des années. Il émet un bip depuis Richmond. Les yeux de Claire se plissèrent. Une tombe abandonnée. Daniel Martin. Lucie feuilleta ses notes, ce pseudonyme apparaissait au moins 7 fois dans le carnet de Victor. Samuel confirma que la tombe ne figurait dans aucun registre officiel, il s'agissait d'une cachette artificielle. « C'est là que ça s'arrête » déclara Claire. Lucie posa une main sur son bras. « Tu n'es pas obligé de partir. Tu ne fais plus partie du service. » Claire se tourna vers elle, le regard brûlant. « Je n'ai pas besoin de badge. J'ai besoin de la vérité. » Cet après-midi-là, une force d'intervention nationale encercla les bois denses derrière le cimetière de Richmond. Pas de caméra, pas de médias, juste le silence.
À la radio, le capitaine Lewis Morgan annonça « Nous avons localisé un bunker caché derrière la fausse tombe. » Un suspect se trouvait à l'intérieur, probablement Victor, qui se préparait à s'évader. Claire serra son écouteur. « Ne vous précipitez pas. Il est dangereux. Laissez-moi m'approcher en premier. » Morgan protesta. Lucie l'interrompit fermement, elle est la seule à pouvoir le convaincre de se rendre. Morgan céda, 5 minutes, et on y va. Claire se faufila à travers les broussailles, suivant les repères du pisteur. Elle atteignit la pierre tombale, l'ouvrit avec une tige d'acier et descendit un escalier étroit. L'air froid, l'odeur d'essence et de pourriture humide, puis elle le vit. Victor Bennett se tenait à côté d'un drone robuste de type militaire, les cheveux emmêlés de sueur et les yeux enfoncés. Il ne se retourna pas, « Vous êtes venu, finalement » observa-t-il. Claire alluma sa lampe torche. Ce n'est pas des retrouvailles père-fille. C'est une question de justice. La voix de Victor exprimait une pointe d'amusement. La justice? Après tout ce dont tu as été témoin, tu y crois encore? Claire fit un pas en avant. Oui. C'est la seule chose qui m'a empêché de tout arrêter. Victor avança lentement. Tu peux venir avec moi. On pourrait fuir en Afrique, en Amérique du Sud. J'ai encore des ressources. La voix de Claire devint glaciale. Tu as tué ma mère. Il marqua une pause. Je n'avais pas le choix. Elle aurait tout détruit, moi y compris. Étais-je juste un pion parmi tant d'autres, une arme souriante? Claire leva le menton. Tu étais la seule chose que j'aimais. Elle fit signe à l'équipe dans son oreillette. Victor sortit un couteau. Je ne me laisserai pas prendre, ni par toi, ni par eux. Le regard de Claire ne vacilla pas, tu as le choix. Lâche ce couteau. Laisse-moi me souvenir de toi comme d'une personne dotée d'une once de décence. Victor fixa le paysage pendant un long moment avant de se précipiter. Bang! La porte de l'écoutille s'ouvrit brusquement. Le groupe d'intervention fit irruption, arme au poing. Une balle effleura le bras de Victor, qui s'écroula au sol. Ne le tuez pas, cria Lucie. Victor resta étendu, abattu, la lueur féroce éteinte dans ses yeux. Claire resta debout, essoufflée. Elle ne s'approcha pas, ne s'agenouilla pas. Elle ne posa aucune question. Le capitaine Morgan a menotté Victor. Victor Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour activités criminelles internationales, meurtre, trafic de drogue et usurpation d'identité. Vous avez le droit de garder le silence. Victor ne dit rien, se contentant d'un dernier regard vide à Claire. Elle se détourna. Une semaine plus tard, au siège du ministère de la Justice, Victor a été officiellement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses biens, liés au réseau Red Mist, ont été saisis, 9 pompes funèbres ont été fermées, plus d'une centaine d'arrestations ont été effectuées à travers les Amériques. Au son du verdict, Claire se tenait derrière la vitre d'observation. Elle ne parlait pas, se contentant d'agripper le revers de son manteau, cherchant un moment de calme dans le silence. Lucie s'approcha. « Tu n'entres pas ?» Claire secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de l'entendre plaider. J'ai besoin de silence, de sentir, pour la première fois, que quelque chose est vraiment terminé. » Lucie esquissa un léger sourire. « Tu as réussi, Claire. » Claire soutint son regard. « Je n'ai pas fini. » Ce soir-là, Claire retourna à son ancien appartement. Elle récupéra son badge de police devenu une relique et le plaça à côté de la photo de sa mère. « J'ai réussi, maman, » murmura-t-elle. « Il ne peut plus faire de mal à personne. » Lucie entra avec une enveloppe. « Du ministère de l'Intérieur » annonça-t-elle. « Il souhaite vous rencontrer. » Claire haussa un sourcil. « Pourquoi ?» répondit Lucie. « Ils veulent te réintégrer et te décerner une médaille. » Claire étudia la lettre en silence. « Avant, je recherchais la confiance et le respect des gens » admit-elle doucement. « Maintenant, je ne désire qu'une chose. » Lucie pencha la tête. « Et qu'est-ce que c'est ?» La voix de Claire était résolue, m'assurer que personne d'autre n'ait à vivre dans l'obscurité comme moi. 6 semaines plus tard, Claire se tenait sous une bannière géante au National Police Hall de Los Angeles. On pouvait y lire « Gardienne de la justice Claire Bennett ». Lorsque le directeur-colonel Alexander Monroe lui a remis la médaille d'or, sa voix était ferme. « Au cours de toute ma vie,
j'ai rarement vu quelqu'un affronter non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi les ténèbres qui sommeillent en lui. Claire Bennett, vous n'êtes pas seulement un officier, vous êtes le symbole de la sortie des ténèbres, de la révélation de la vérité, même lorsqu'elle brise tout ce en quoi nous croyons. Des applaudissements retentirent dans la salle. Lucie, assise au premier rang, essuya ses larmes. Claire s'avança pour accepter la médaille, sans s'incliner, sans cacher les cicatrices qui brillaient dans son regard. Quelques jours plus tard, lors d'une modeste conférence de presse, Claire annonçait la création de sa nouvelle organisation, Shadow of Truth. Sa mission, expliqua-t-elle, est de soutenir les personnes dont des proches sont impliqués dans des affaires criminelles, de protéger les identités et de démasquer les stratagèmes sophistiqués d'usurpation d'identité et de substitution de personnes. Un journaliste demanda « Pourquoi Shadow et non Light ?» Claire sourit. Parce qu'on ne trouve la lumière que lorsqu'on ose s'aventurer dans l'obscurité. Dans le modeste bureau de Shadow of Truth à Silver Lake, Lucie classait les dossiers tandis que les murs étaient ornés de photos des enquêtes passées de Claire, des images de réseaux de petits larcins, de trafic d'êtres humains, et bien d'autres. Lucie marqua une pause, puis demanda « Vous n'allez pas prendre une pause plus longue maintenant que vous êtes réintégré ?» Claire leva une tasse de café et esquissa un sourire narquois. « J'ai déjà pris 3 ans de pause, à vivre dans mes souvenirs. Maintenant, je travaille pour l'avenir. » Lucie s'assit à côté d'elle. « Je suis fier de toi, pas seulement pour la médaille, mais parce que tu as refusé de te laisser définir par ton passé. » Claire déposa délicatement sa tasse sur la table, son regard s'ancrant droit devant elle, tel un défi silencieux. « Je porte encore dans mes veines le sang de Victor, avoua-t-elle, la voix tremblante de détermination, mais j'ai fait le choix de le mettre au service de ceux qu'il ne pourrait jamais comprendre. » Lucie effleura d'un geste hésitant la surface lisse du bois. « Penses-tu qu'il a pu, un jour, se persuader de la même chose ?» Un bref silence s'installa, dense et électrique. Claire inspira profondément, comme si elle sondait son propre passé. « Peut-être, murmura-t-elle enfin, mais une chose reste immuable, l'amour n'excuse jamais la violence, et la vérité, quels que soient ceux qui la portent, ne saurait demeurer ensevelie sous les ombres du mensonge. » Une semaine plus tard, la porte de leur bureau s'ouvrit sur une lumière blafarde. Une jeune femme, crispée par l'inquiétude, avança en tremblant, un dossier serré contre sa poitrine. À ses côtés, une petite fille d'environ 8 ans, emmitouflée dans un manteau de laine rouge, laissa ses boucles danser sous un souffle de vent furtif. « Excusez-nous, » articula la femme d'une voix chevrotante, « j'ai entendu dire que vous aidiez ceux qu'on traque, que vous tendiez la main aux victimes du réseau Red Mist. » Lucie esquissa un léger sourire encourageant. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Racontez-nous tout. » Sous leurs yeux attentifs, la mère déplia une photographie, un homme dont l'image semblait figée dans l'instant même où la vie s'enfuyait de son regard. « C'est mon mari, » expliqua-t-elle, la voix brisée, « ils l'ont enlevé il y a 1 an, exigé une rançon, puis falsifié son certificat de décès. Mais je refuse de croire qu'il soit parti pour de bon. J'ai retrouvé un faux nom au Daniel Martin dans ses papiers maculés de mensonges. » Claire laissa son regard s'attarder sur la photo, chaque détail la ramenant à des histoires fracturées qu'elle connaissait trop bien. Puis, d'une voix douce, elle demanda « C'est votre fille, là-bas ?» La mère hocha la tête, le visage inondé d'une tristesse muette. « Ils l'ont emmenée une première fois, pendant 2 nuits. Puis ils l'ont renvoyée, pour nous rappeler qu'il pouvait revenir à tout instant. » Claire s'agenouilla pour être face à l'enfant, ses yeux cherchant à apprivoiser la peur. « Comment t'appelles-tu » Méline, souffla la petite, les larmes menaçant de déborder. Claire posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais, il fut un temps où personne ne croyait en moi. Mais si toi, Méline, tu choisis de croire en moi, je jure de tout faire pour te ramener ton papa. » La fillette se blottit contre elle, les sanglots étouffés par l'espoir renaissant. « Merci, Claire. » Lucie, silencieuse, laissa échapper un soupir chargé d'émotion. Plus tard, sous le ciel étoilé, sur le toit déserté de son ancien appartement, Claire se laissa caresser par la brise nocturne, libre des murmures et des caméras d'autrefois. Lucie la rejoignit, 2 verres à la main, et observa la femme qu'elle avait vue s'effondrer, transformée en une force nouvelle. « La dernière fois que je t'ai vue ici, tu portais le poids du monde, » murmura Lucie. « Ce soir, on dirait que tu t'élèves. » Claire leva son verre avec un sourire empreint de gravité. « J'ai connu 1000 morts silencieuses, le jugement, la culpabilité, la perte, mais j'ai choisi de revivre, non pour régler mes comptes, mais pour redéfinir la femme que je veux être. »
Elle contempla la voûte céleste, chaque étoile semblait lui chuchoter un nouveau destin. Si jamais on m'oublie mon nom, mes épreuves où il y aura toujours cette fillette, Méline, pour raconter l'histoire d'une femme qui, sortant des ténèbres, a conduit d'autres âmes vers la lumière. Le lendemain, sous un soleil éclatant, Claire arpentait les rues de Los Angeles, vêtue simplement d'une chemise blanche et d'un jean. Elle n'était plus une policière en uniforme, ni un simple témoin de la survie, elle était elle-même, pleinement, au cœur de la ville. Un groupe d'enfants la repéra, un souffle d'admiration parcourut la foule juvénile. « C'est mon héroïne », s'écria une fillette, pointant du doigt Claire, qui répondit par un léger hochement de tête. Lucie, à quelques pas derrière, la taquina avec tendresse, « Tu ferais mieux de t'habituer à cette réputation de légende. » Claire se tourna une dernière fois, un sourire tranquille aux lèvres. « Je ne suis pas une légende. Je suis une survivante. Et désormais, je trace ma route selon mes propres valeurs. » Au centre de la place, elle fit glisser une main sur la médaille qu'elle gardait précieusement, non plus un fardeau, mais un phare guidant son avenir. Le vent joua avec les pans de son manteau invisible, comme pour sceller son serment, même au cœur des cendres, naît une âme indestructible, forgée par le courage et l'amour.